aux organisateurs et notamment à Hélène pour cette invitation. Je vais donc parler plus brièvement et plus concrètement, on va dire, des explorations fonctionnelles telles qu'elles peuvent s'utiliser au quotidien pour évaluer et surveiller nos patients neuromusculaires, sans préjuger de l'étiologie, puisqu'effectivement, ces étiologies sont nombreuses et on n'a pas de données pour toutes les catégories pathologiques. On a cité beaucoup la sclérose latérale amyotrophique, on peut parler de la sclérose en plaques, de la myasthénie, bien sûr du grand groupe des myasthénies, des myopathies et dystrophies musculaires. Toutes se rejoignent dans les types d'exploration qu'on peut proposer et dans leur évaluation respiratoire par la fonction qui est évidemment indispensable dans le suivi respiratoire de ces patients. Alors, on avait publié en 2010 des premières recommandations qui sont restées dans les nuages, qui n'ont jamais été publiées sous forme papier, avec un gros chapitre sur le neuromusculaire. Et puis tout récemment, vient de paraître les recommandations ATS-ERS, sur l'évaluation des muscles respiratoires, au repos et l'exercice, des recommandations assez techniques, assez pointues, et qui ne ciblent pas très spécifiquement les patients neuromusculaires. Néanmoins, c'est une mine d'informations. Alors, quand on regarde la place de l'EFR, c'est évidemment le complément indispensable de la clinique, de l'évaluation nocturne, éventuellement de l'imagerie. Le suivi des patients, indépendamment du premier bilan, est effectivement indispensable pour déterminer un profil évolutif. Et on dispose en routine essentiellement de la spirométrie et des mesures non invasives des muscles respiratoires, mais également, dans quelques cas, d'exploration plus spécialisées qui sont du domaine de quelques centres en France, bien sûr ici à Garches, mais bien dans peu de centres en province. Pourquoi ? Parce que ces techniques sont assez peu divulguées. C'est les pressions transinflammatiques, la stimulation magnétique, l'EMG, la stimulation corticale, etc. Et puis l'échographie va probablement se développer de plus en plus dans les années à venir. On en parlera tout à l'heure. Alors on va commencer par les débits et les volumes. Bien sûr, c'est la base de l'exploration fonctionnelle. Pour dire, dans un premier temps, que la CRF a finalement peu d'importance, la CPT, la CRF étant préservée, la surveillance de la capacité pulmonaire totale n'est pas très intéressante chez les patients neuromusculaires. Une fois qu'on a évidemment exclu des pathologies associées de type BPCO qui donnent de la distension, elle bouge peu par rapport à la capacité vitale qui reste le paramètre essentiel de la surveillance spirométrique. CVF et ou CVL, beaucoup de littérature CVF en Amérique parce que c'est ce qui est utilisé, un peu plus de CVLANT chez nous, et ça reste bien sûr l'élément pronostique majeur dans nombre de pathologies, le Duchenne, la SLA avec des seuils qui sont encore assez controversés, et les décisions sont prises sur des seuils de ventilation, qui sont entre 30% pour le Duchenne et 70 voire 80% pour la SLA. La courbe du volume peut également être intéressante en montrant un aspect en dents de scie assez particulier qu'on va observer essentiellement chez les patients avec une dysfonction glottique, une maladie de Parkinson par exemple. Donc la spirométrie reste l'examen essentiel de base avant toute autre exploration. Que faut-il en tirer ? Eh bien, des profils de décroissance. Donc, vous avez ici deux cas contrastés. Ici, une série historique de maladies de pompe de l'adulte. Vous voyez que la décroissance se compte en dizaines d'années, alors que dans la SLA, c'est une série très historique qui a été montrée tout à l'heure également. Le déclin se compte sur quelques mois, puisque les patients à SLA perdent en gros 3 à 4% de capacité vitale par mois, avec des pentes de déclin qui sont encore plus rapides pour les patients les plus rapidement déclinants. Donc clairement, la spirométrie et sa surveillance au fil du temps est un élément important. On voit que c'est plutôt linéaire ici, qu'il n'y a pas ces à-coups de CV qui remontent brutalement, comme ça a été signalé tout à l'heure par Jean-Paul Janssen. Alors, le gros inconvénient de la CV, c'est sa faible sensibilité, et on sait que pour gonfler un thorax, il faut quelques dizaines de centimètres d'eau, et certainement pas 100 centimètres d'eau. Et si on garde comparativement la CV et la force des muscles respiratoires, le déclin est beaucoup plus significatif ici, et la CV va chuter finalement assez tardivement dans cet exemple théorique qui est celui de la SLA. Alors, est-elle sensible pour prédire l'apparition d'une hypercapnie ? Pas trop, ou inversement, on peut dire que l'hypercapnie apparaît tardivement. On voit ici que sur des séries historiques qui sont celles de Raggett, sur une quarantaine de patients, une cinquantaine de patients, finalement, la PCO2 commence à s'élever franchement au-dessus de 45 pour des CV qui sont de l'ordre de 40 mm de mercure, 40% de la théorique, ce qui correspond essentiellement à des myopathies et pas à des scléroses latérales amyotrophiques. Alors, la CV en décubitus va mettre en évidence le retentissement fonctionnel de la respiration paradoxale, avec cette chute en décubitus significative. Chez le sujet normal, ce n'est pas le cas. On considère maintenant, et la littérature est assez solide à ce niveau, qu'une chute supérieure ou égale à 15% est
fortement évocatrices de dysfonction diaphragmatique, unie ou bilatérale. Donc, ce qui nous préoccupe ici, plutôt bilatérale. Ça peut aller jusqu'à 20, 30, 40%. Et bien sûr, ça s'associe à la ventilation paradoxale et une orthopnée. Alors, c'est parfois difficile pour les labos de FR de faire cette exploration. On dit que le malade n'est pas mobilisable, que c'est compliqué, que ça prend du temps. On peut le faire au lit du patient éventuellement. On ne connaît pas grand-chose de la reproductibilité de ce signe, mais il est probable que ce soit quand même plus sensible que le paradoxe abdominal clinique. En tout cas, on peut le rechercher simultanément. On allonge le malade, on fait la CV couchée, en même temps, on vérifie le paradoxe. Alors, l'inconvénient de cette technique dans les études classiques, c'est qu'elle était peu spécifique et que la CV commençait à chuter de façon significative pour des degrés de faiblesse diaphragmatique relativement évolués. Ce n'est pas forcément le cas. Ces études sont un peu anciennes et dans des études un peu plus récentes, notamment celle de Fromageau de l'équipe de Garches, ont montré qu'il existait quand même une bonne corrélation entre la chute de la capacité vitale en décubitus et une technique de référence qui est la pression transdiaphragmatique en sniff test. Et finalement, la meilleure corrélation a été obtenue avec la CV couchée plus qu'avec la PImax, donc un paramètre qui est sûrement très intéressant et très facile à obtenir avec n'importe quel spiromètre. Dans une série personnelle qu'on avait publiée, mais uniquement sous forme de thèse, on voit que les patients qui ont une chute de CV supérieure à 15% ont une survie nettement inférieure aux autres, 18 versus 32 mois. Et c'était le meilleur paramètre en multivarié. Alors les gaz du sang, on ne va pas en dire grand-chose. Bien sûr, vous savez que l'hypercapnie est un seuil fatidique pour les patients neuromusculaires. Cette hypercapnie apparaît pour des niveaux de force et de capacité vitale assez bas. Probablement regarder aussi les bicarbonates qui sont des signes indirects d'hypoventilation nocturne, notamment si on fait le gaz du sang au réveil le matin. Les bicarbonates restent élevés, au-dessus de 27 millimoles. C'est probablement un index plus sensible encore que la PCO2 réveil, surtout si le malade hyperventile au moment où on fait son gaz du sang. Faiblesse, enfin hypercapnie apparaissant à des niveaux relativement tardifs d'altération de la capacité vitale. Alors on va bientôt bien sûr parler beaucoup de la force globale des muscles inspiratoires qu'on peut évaluer par deux techniques pour les inspiratoires PImax et SNIF. Donc l'abréviation est assez sympathique en anglais. Ces deux techniques sont des techniques spécifiques de première intention, globales, non invasives, fortement dépendantes de la volonté du patient. Si un patient est fatigué, il vous fera des mauvaises PImax et probablement des mauvais SNIF. Elles sont relativement standardisées, en tout cas bien pour le SNIF, un peu moins pour la PImax. Le matériel disponible est assez hétérogène, perfectible dans son fonctionnement, et les pneumologues de terrain, on va dire, sont quand même encore assez peu familiarisés avec ces techniques. Ils utilisent soit ponctuellement, soit jamais, parce qu'ils n'ont pas le matériel. Ça nécessite donc une standardisation et des règles d'interprétation plus claires qu'actuellement. Et c'est l'objet des groupes de travail, notamment on va faire un PNDS sur la ventilation dans la SLA. On va essayer de clarifier ces seuils et ces critères d'intervention. Je vous l'ai dit, la PCO2 commence à monter pour des niveaux de faiblesse inspiratoire globale de l'ordre de 40 ou 50%. Donc c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement sensible. Alors, la PImax, c'est quoi? C'est un système respiratoire avec un capteur de pression de type piézoélectrique. C'est extrêmement simple. Et très rapidement, on différencie un sujet normal qui est capable de tenir en plateau une seconde une pression de l'ordre de 100 à 120 cm d'eau et un patient neuromusculaire très évolué qui n'est même pas capable de soutenir le plateau et qui a une pression pic qui est tout à fait effondrée. Il y a deux techniques, soit la CRF, soit le volume résiduel. Il semblerait que le volume résiduel, bien sûr, donne des valeurs un peu plus importantes. Par contre, les valeurs théoriques sont moins importantes à la CRF. Et donc, la plupart des auteurs classiques, entre guillemets, utilisaient le niveau de CRF, le niveau au volume résiduel. Alors, vous avez des systèmes portables qui sont assez faciles à utiliser, mais que je vous conseille d'utiliser avec un logiciel pour avoir un rétrocontrôle sur les courbes. Et c'est également stimulant pour le patient. Vous avez des vidéos incitatives pour effectuer un test de façon simple. On peut également faire le SNIF avec ces matériels. Ça ne coûte pas très cher. Sinon, on peut équiper des systèmes plus lourds de type plethysmographe ou spiromètre. Alors l'interprétation, classiquement, on dit qu'un seuil de moins de 80 cm d'eau exclut une faiblesse significative des muscles respiratoires. C'est probablement quelque chose qui est assez grossier et on tient de plus en plus compte actuellement de la limite inférieure des normes qui dépend de façon critique des équations utilisées. J'ai un petit problème de micro, je crois, c'est grésille légèrement. Et les recommandations ERS actuelles
propose d'utiliser la limite inférieure de la normale telle que définie par Rodriguez sur 1729 sujets, une compilation de normes qui aboutit à ceci, en fonction de l'âge bien sûr. Bon. 58 cm d'eau chez la femme, donc à moins de 40 ans, 42 cm d'eau chez l'homme de plus de 80 ans, et ces valeurs théoriques ne sont pas très utilisables de mémoire, mais on peut facilement les consulter dans cette publication. Alors, la PIMAX a été utilisée dans certaines études d'intervention thérapeutique. La revue a été faite récemment en 2017, non seulement dans la maladie neuromusculaire, mais aussi dans d'autres pathologies. Et ça peut être un critère accessoire probablement plus sensible que la spirométrie aux interventions thérapeutiques. La pression SNP a le même principe, c'est-à-dire que c'est une force inspiratoire globale. Elle est fortement corrélée à la pression œsophagienne SNF. Cette pression nasale SNP est effectuée d'un côté, l'autre côté restant libre. Et donc, on demande au sujet d'effectuer des reniflements très secs et très brutaux. On peut en faire entre 10 et 20 mesures. On a montré que 20 mesures étaient meilleures pour obtenir la meilleure valeur. L'intérêt de cette technique, c'est qu'elle est moins fatigante que la PIMAX parce que l'effort inspiratoire est moins soutenu. Et donc, en général, les valeurs obtenues en SNP sont meilleures que celles obtenues en PIMAX. C'est bien montré dans la diapo qui va suivre. Force normale, faiblesse inspiratoire modérée et faiblesse inspiratoire sévère, avec en plus un SNP qui n'est pas fait dans le délai imparti, qui est de moins de 15 minutes. Alors, quand on compare les deux techniques chez des patients neuromusculaires adultes, on voit qu'il y a toujours un avantage, ou en général un avantage pour le SNF. En pratique, on fait les deux techniques, on retient la meilleure pour classifier le patient et le suivre dans son évolution. Il faut aussi se méfier des obstructions nasales qui sont parfois gênantes chez certains patients, en période hivernale notamment, et le SNF est parfois pas très utilisable. Alors le SNF est plus sensible que la CV. Vous avez ici des patients qui ont des CV supérieurs à 80% et qui ont déjà des très fortes altérations de leur force inspiratoire. On observerait exactement la même chose avec la PIMAX. Donc clairement, la force musculaire est plus sensible que la capacité vitale à la dégradation des muscles respiratoires. Là encore, vous avez des équations qui sont reprises dans ces recommandations ERS avec des limites inférieures de la normale qui sont de l'ordre de 60 cm d'eau chez l'homme ici, beaucoup plus basses chez les Japonais, assez curieusement, de l'ordre de 60 cm d'eau dans cette autre série taïwanaise. Donc là encore, vous voyez que ce n'est pas très simple de se faire une idée sur les limites inférieures de la normale. Les valeurs qu'on utilise chez nous au laboratoire sont celles d'Uldry, qui ont été faites par les Suisses il y a déjà une vingtaine d'années, qui paraissent bien correspondre à nos populations. Il est intéressant d'utiliser les deux techniques. Pourquoi? Parce que quand on utilise une seule technique, on a 40% de faiblesse dite significative sur les écarts types, la limite inférieure. Quand on utilise le PIMAX, le SNF, plus le SNF œsophagien, on n'a plus que 29% de faiblesse inspiratoire. Donc il faut laisser la chance aux patients d'effectuer une des deux techniques si la première ne donne pas de très bons résultats. Et surtout répéter, bien sûr, ces évaluations au fil du temps. Alors, quelles sont les valeurs pronostiques de ces index? On n'a pas de données pour toutes les pathologies, malheureusement. Vous avez ici une série assez historique qui est celle de Morgan en 2004, où clairement les patients qui ont des valeurs de SNF inférieures à 40 cm d'eau ont une survie assez épouvantable, avec une médiane de survie de l'ordre d'une dizaine de mois. Donc, clairement, le SNF a une valeur pronostique importante dans la SLA. On va parler maintenant rapidement des explorations expiratoires. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La PEMAX a été beaucoup utilisée à une certaine période, elle l'est moins actuellement. Pourquoi? Parce que finalement, elle n'évalue, comme on l'avait dit tout à l'heure, qu'une partie de l'efficacité de l'atout, qui est le recrutement des muscles expiratoires, et pas du tout la fonction glottique, qui est extrêmement importante pour cette efficacité. Elle est mesurée à la capacité pulmonaire totale. La cage thoracique contribue de façon importante à cette pression expiratoire, puisque c'est la rétraction de la cage thoracique. Elle est concurrencée pas tant par la pression gastrique à l'atout, parce qu'on ne peut pas mettre un ballonnet pour mesurer la force expiratoire, mais surtout par le débit de pointe à l'atout, qui est clairement la valeur la plus utilisée actuellement. On considérait dans les premières études qu'une PEMAX inférieure à 45 cm d'eau équivalait à une toux inefficace. Mais ça ne règle qu'une partie du problème. Alors on peut le faire avec un spiromètre. On voit ici les pics expiratoires en demandant aux malades de tousser dans le spiromètre. Ici, il n'y a pas photo, c'est bien plus altéré. On considère que la toux est parfaitement efficace si le débit de pointe à la toux est supérieur à 270 litres par minute et totalement inefficace, inférieur à 160. Et entre les deux, on a une zone un peu grise où l'efficacité de la toux est probablement compromise sans être totalement inefficace. Alors on peut le faire très bien avec un simple masque d'anesthésie jetable et un peak flow manuel. Et c'est très bien corrélé à ce qu'on fait en spirométrie. Et ça, on peut le faire au lit du patient
sans aucun problème. Alors, une étude un peu plus solide a été publiée dans la SLA il y a une dizaine d'années, et le cut-off est assez précis. C'était lors des épisodes infectieux chez des patients SLA. Il était à 255 litres par minute, disons 260 litres par minute, ce qui rapproche un peu des valeurs proposées par BAC il y a un peu plus longtemps encore. Donc clairement, un test très simple pour évaluer l'efficacité globale de la toux. On peut le faire au lit du patient sans aucun problème. Alors on va rentrer maintenant dans des explorations un peu plus complexes qui vont être du domaine de certains laboratoires spécialisés. On n'a pas fait le compte, mais je pense qu'il y a peut-être en France 5 ou 6 endroits où on peut faire des pressions transdiaphragmatiques. C'est la technique de référence pour explorer la fonction du diaphragme lui-même, puisque le diaphragme est le seul muscle qui est capable de faire à la fois baisser la pression œsophagienne et augmenter la pression gastrique. Cette pression transdiaphragmatique, elle nécessite donc la pose de 2 ballonnets, l'un dans l'œsophage, l'un dans la cavité gastrique. C'est pas très agréable. Le patient, on lui fait ça une fois. La deuxième fois, il commence à rechigner un peu. Et en tout cas, en ce qui me concerne, la surveillance des pompes sous myosime n'avait pas un grand succès. Les patients refusaient les fois suivantes de faire les PDI. J'étais peut-être pas assez persuasif. Quand on a une pression gastrique paradoxale, ça signe la dysfonction majeure du diaphragme. C'est exactement ce qu'on observait tout à l'heure en spirométrie et en examen clinique du patient couché. L'EMG peut être évidemment fait en même temps. En général, les centres qui font des PDI font aussi de l'EMG. Et une des grandes indications pour moi en clinique, en tout cas en routine, c'est la surélévation unilatérale du diaphragme pour différencier une hernie, une éventration et une paralysie neurogène. Mais là encore, ces techniques sont assez peu utilisées en routine clinique. Alors on a des valeurs normales pour la pression œsophagienne sous stimulation phrénique, on a des valeurs normales pour les pressions transdiaphragmatiques, on a des valeurs normales de conduction phrénique en électromyogramme. Tout ça est du ressort de laboratoire extrêmement spécialisé et n'est pas du tout utilisable dans la surveillance des patients neuromusculaires classiques. Alors, il y a une technique que j'aime bien, que j'utilise assez régulièrement, notamment dans notre recrutement de patients SLA, mais aussi chez les neuromusculaires autres. C'est la pression buccale sous stimulation phrénique. Donc c'est très simple. On a le stimulateur magnétique ici. On recueille la pression à la bouche pendant la stimulation ou au décours immédiat de la stimulation. La stimulation est ici. Et on a une dépression inspiratoire qui correspond à la force diaphragmatique, ou en tout cas qui correspond très bien à la pression œsophagienne pendant la stimulation. On a des valeurs normales qui sont supérieures à 11 cm d'eau, moins 11 cm d'eau. Et on considère que la faiblesse diaphragmatique apparaît en dessous de ces valeurs. Quand on a moins de 5-6 cm d'eau de pression buccale sous stimulation phrénique, c'est que le diaphragme est extrêmement faible. Alors, le seuil pathologique, moins de 11. L'intérêt, c'est que c'est non invasif. Les patients acceptent de répéter cet examen au fil du temps. C'est non dépendant de la coopération, pas de caractère volitionnel. C'est bien corrélé à la PDI sous stimulation, qui est la technique de référence. C'est bien corrélé à la CV. La grosse limite de cette technique, c'est la fermeture de glotte, notamment chez les SLA qui ont des grosses atteintes bulbaires ou chez des patients obèses avec des glottes de type syndrome d'apnée du sommeil. On a volontiers des fermetures de glotte qu'on peut éviter en demandant aux malades de souffler ou d'inspirer. On essaye les deux techniques et on regarde quelle est la meilleure en termes de pression. Parfois, on a des plateaux qui signent la fermeture globale des voies aériennes et donc on est coincé, on n'est pas capable d'explorer correctement leur pression œsophagienne. Dans l'obésité, on a des stimulateurs bilatéraux qu'on met de chaque côté du cou. Tout ça est assez peu disponible, mais c'est utilisable. Et puis la valeur pronostique de cet index reste à confirmer. Alors, il y a une étude de Santos qui vient également de l'équipe de Garches qui montre qu'on a quand même une très belle corrélation entre la pression buccale sous stimulation phrénique magnétique et les pressions transdiaphragmatiques sous stimulation, qui sont la technique de référence. Et on voit que finalement cette corrélation est assez satisfaisante pour la routine clinique. Alors, quand on associe toutes ces techniques, on se retrouve un peu dans les situations de tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on fait une seule technique, on a 80% parfois de faiblesse. Et quand on utilise l'ensemble PIMAX, SNP et pression buccale sous stimulation, on n'a plus que 47% d'anomalies franches chez des patients suspects de maladies neuromusculaires. Donc, il y en a quand même effectivement un nombre important qui ont une faiblesse inspiratoire et diaphragmatique. Alors, est-ce que tout ça est pertinent ? Probablement à un niveau variable selon les explorations. Ici, on a une très belle étude de Polky qui a été publiée dans l'American Journal en 2017 qui compare la sensibilité des différents tests. Et clairement, quand on regarde la CV avant le T0, qui est le décès ou la ventilation,
On a un décrochage qui est très modeste de la capacité vitale. Vous voyez qu'ici, à la fin, à moins de 3 mois de la ventilation ou du décès, on est encore à 80% de capacité vitale, alors que les muscles ont déjà décroché de façon très significative, de l'ordre de 40 ou 50%. Et donc, dans cette étude, clairement, la meilleure technique, c'est la pression transdiaphragmatique en twitch, qui est assez peu accessible, comme je vous l'ai signalé. Et finalement, le SNIPS correspond à la deuxième méthode la plus pertinente pour prédire l'évolution du patient moins de 3 mois avant l'événement fatal ou la mise en route de la ventilation. Alors, on peut tenir compte effectivement des écarts types, mais parfois les seuils sont extrêmement bas. Il faut tenir compte du contexte clinique et surtout associer les méthodes. Alors, cette règle un peu, comment dire, arbitraire, plus de 80 cm d'eau pour la PI max, plus de 70 pour le SNIF, reste quand même à valider cliniquement. C'était une proposition de Polky qui a été maintenue dans les années ultérieures, mais qui n'a jamais été franchement validée. En pratique, on fait CV et DEP à la toux, on fait la SNIP et la PI max qui sont parfaitement complémentaires, les gaz du sang au moindre doute, et les explorations spécifiques diaphragmatiques sont réservées aux cas soit litigieux, soit lorsqu'on souhaite aller plus loin, notamment dans des essais thérapeutiques éventuels. Et puis, il faut surtout associer les méthodes et ne pas se fonder sur une seule spirométrie, sur une seule PI max, sur un seul pression inspiratoire SNIF. Il faut associer. Là, vous avez des algorithmes sur l'évaluation de la faiblesse diaphragmatique bilatérale ou unilatérale. Je vous les laisse lire, c'est assez complexe. Les seuils sont eux aussi relativement arbitraires, mais en tout cas, ça permet d'avoir un espèce d'algorithme diagnostique. Se fondant sur l'ensemble de ces explorations, ils ont même intégré ici, je pense, la fraction de raccourci d'épaississement en échographie, ce qui est assez moderne. Et donc les questions pratiques, finalement, c'est quelle est la fréquence de réalisation réelle des EFR chez un patient neuromusculaire donné? Est-ce qu'on les surveille selon les recommandations actuelles, y compris dans les centres les plus éloignés? C'est pas évident. La disponibilité des mesures spécifiques, même les plus simples que je vous ai décrites, reste encore insuffisante. L'impact sur la décision est majeur pour informer sur la VNI et prévoir sa mise en œuvre. C'est probablement également très intéressant dans l'évaluation des thérapeutiques, même si on continue à voir des essais thérapeutiques dans les SLA où on a toujours la spirométrie et rien d'autre. C'est quand même un peu dommage. Et puis, il y a des rythmes de surveillance. C'est ce qu'on avait proposé à l'époque dans les SLA 3 mois. Dans les autres pathologies, plutôt de l'ordre de tous les ans ou tous les 6 mois lorsque le patient commence à se dégrader et qu'on commence à être inquiet. Et puis, bien sûr, ça s'associe à une évaluation clinique soigneuse et au sommeil. Voilà, donc je termine. Des techniques assez bien standardisées avec des indications extrêmement larges. Une interprétation qui doit tenir compte de vos choix théoriques et il faut vous familiariser avec celle-ci. Multiparamétrique, c'est vraiment un point essentiel. On manque de critères spécifiques par pathologie, notamment pour les pathologies un peu fréquentes, et de données longitudinales. Et pour le pneumologue, il faut certainement encore améliorer le recours à ces explorations et les familiariser avec leur utilisation. Je crois que c'est tout. Puis là, cette plaque de Marjolaine signalait bien le faible taux finalement de cette utilisation de ces techniques, y compris dans des centres assez experts, ici en l'occurrence la SLA. Merci pour cet exposé clair. On commence à voir des papiers sur les SNIF où la technique change, c'est-à-dire qu'ils font l'occlusion d'une narine. Donc l'avantage du SNIF, c'est que c'est une manœuvre, je dirais que tout le monde a appris étant gamin, renifler sa morve, entre guillemets. Et alors que faire des PI max, c'est très compliqué parce que c'est une manœuvre isométrique. Et théoriquement, on devrait avoir une meilleure pression en isométrique en SNIF. Et donc, il y en a qui proposent maintenant de faire un SNIF isométrique, c'est-à-dire une occlusion de la narine contralatérale. Alors, il y a eu des papiers qui montraient que c'était mieux. Et puis maintenant, ils commencent à publier et à dire, ben voilà la technique. Donc, ce qui change, finalement, et moi, je me pose la question de changer aussi, mais en perdant beaucoup d'informations historiques, d'une part, et d'autre part, est-ce que c'est aussi facile pour les patients? Je ne sais pas. Donc, ton avis? J'ai utilisé la technique ouverte pour l'instant. Alors chez les patients très faibles, qui n'auraient pas une bonne occlusion de la valve nasale contralatérale, ça pourrait effectivement jouer. Peut-être que les volumes sont un peu différents, puisqu'on garde un volume... Pour les SLA, c'est majeur, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser pour certains la pièce. Bien sûr. Donc on n'a pas d'isométrie. Bien sûr. Donc ça peut être, sur ces patients, un intérêt
Alors on n'aura pas beaucoup de théorique non plus, parce que je pense que les données sont assez récentes. Moi j'ai vu 2 papiers là-dessus. J'ai pas commencé à comparer. Comme on en fait une vingtaine de SNF, on pourrait se donner la possibilité d'en faire 5-6 en occlusion. Tu as essayé, non? Pas encore? Oui, on avait essayé il y a 10 ans, mais on avait laissé tomber. D'accord. Mais effectivement, il y a 2 séries récentes qui montrent que... Non, je suis resté classique. Mais on peut effectivement essayer cette occlusion. Pas très compliqué à faire. Thierry, j'ai une question très courte sur les delta CV en assis couché. On a vu 25%, 20%, on est à 15% avec les recommandations 2019. C'est de l'avis d'expert ou ça repose sur des données plus solides? Non, ça repose sur des séries. Bon, après, il y a un peu d'avis d'expert, puisque c'est rattaché à la dysfonction unilatérale. Donc là, c'est un petit peu plus... Mais je pense que c'est ce que vous aviez trouvé aussi à Garches. 15% paraît mieux que 20%. 30%, c'est sûrement trop tard. Hein. Là, on est largement au-delà. Et chez le sujet normal, c'est théoriquement moins de 10%. Après, on n'a pas d'idée pronostique sur des grandes séries avec cet index. Donc, pareil, pour suivre un petit peu ce que nous a montré Marjolaine tout à l'heure et ce que nous a montré, donc, on a dit qu'en décubitus dorsale, le diaphragme est en moins bonne situation pour fonctionner, ce qui est finalement la situation dans laquelle on est toute la nuit. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on évolue globalement une évaluation plutôt pour ces pathologies neurologiques ou neuromusculaires sur une CV couchée plutôt que d'avoir pour référence la CV assise, en particulier pour les indications de ventilation? Alors certains l'ont fait aussi pour les muscles, en gardant la PIMAX et le SNF allongé, ce qui donne une valeur moins bonne, effectivement, puisqu'on en dit en désavantage. Je n'ai pas lu de série très conséquente sur l'indication sur la CV couchée. En tout cas, dans les grandes séries SLA, il y en a en neuromusculaire, en myopathie autre. Pourquoi pas, hein, il faudrait peut-être comparer les deux index.